Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24. Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, la fin d'un monde sur les marchés obligataires, la fin du monde obligataire à taux négatifs qui se termine concrètement en cette fin d'année 2022. Pensez que même le taux à 2 ans japonais a pu offrir brièvement la nuit dernière un rendement positif de 0,15, 0,17%, ce qu'on n'avait plus vu depuis des années au Japon. Et la séquence japonaise avec le bouger de la Banque du Japon hier vient conclure cette année de purge obligataire. Les 8 ans de bulle obligataire à taux négatif sont derrière nous à ce stade, avec des encours de dette souveraine à taux négatif qui sont retombés proche de zéro en ce mois de décembre 2022. Évidemment, ça restera un des faits marquants historiques de cette séquence 2022 qui restera sous bon nombre d'aspects comme une année pour les livres d'histoire en matière de finance et d'économie. Bien sûr, nous aurons l'occasion de revenir sur ces sujets avec nos invités dans un instant qui nous accompagneront pendant cette demi-heure. À noter que l'actualité de marché n'est pas totalement éteinte, même si on se rapproche des séances sans doute les plus faibles en termes de volume de cette année 2022, mais on notera quand même que 2 grandes blue chips américaines vont offrir un peu de soutien au marché actions et au marché financier aujourd'hui, à savoir Nike et FedEx qui publient leurs résultats d'un exercice décalé, des résultats qui sont plutôt appréciés par les marchés. Comprenez la logique, hein, on parle de 2 titres, Nike et FedEx, qui ont divisé par 2 quasiment au cours de cette année, hein, des baisses de 40-50% pour ces grandes valeurs américaines. Nike a offert des résultats bien plus importants que ce que le marché attendait, hein, de l'ordre d'1 milliard de plus de bénéfices pour l'exercice, le trimestre écoulé de Nike qui se clôture fin novembre. Et puis FedEx avec un discours toujours pessimiste quand même sur l'affaiblissement de la demande mondiale. Intéressant de noter que si le discours de FedEx n'a pas beaucoup changé, la réaction de marché est désormais un peu plus positive puisqu'on attend un titre FedEx en progression de 3-4% à l'ouverture du marché américain cet après-midi. Voilà pour les dernières infos de marché en cette fin d'année 2022 et encore une fois nous aurons l'occasion d'évoquer les grandes idées directrices en matière de stratégie d'investissement pour l'an prochain avec nos 2 invités en plateau dans cette demi-heure. Deux invités avec nous, Patrick Guérin, directeur de la gestion de Bordier et compagnie. Bonjour Patrick. Bonjour. Et Olivier Quinty, pour commencer, responsable des gestions pilotées chez Edmond de Rothschild Asset Management. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Petit commentaire, petite réaction quand même sur ce bouger de la Banque du Japon, ce début de commencement de signal d'une politique monétaire qui pourrait être peut-être différente demain, c'est-à-dire n'allant pas forcément dans le sens de toujours plus d'accommodation monétaire. Je le disais de manière symbolique, on a vu le rendement du 2 ans japonais, brièvement, ça a duré quelques instants cette nuit, passer au-delà de zéro, ce qu'on n'avait plus vu depuis 7 ou 8 ans, je crois, maintenant, Olivier. Est-ce que la BOJ est en train de craquer au pire moment ? Oui, c'était la dernière banque centrale à ne pas avoir suivi ce mouvement de synchronisation qui était mondial. Et on le voit dans l'arrêt, le contrôle de la courbe des taux, donc de la partie longue de la courbe, surtout, où ça a vraiment... la borne ayant monté, effectivement, on est à 0,5% sur le 10 ans japonais. Grosse correction sur le 10 ans japonais. Il a doublé le rendement. Donc oui, c'est un mouvement qui paraît désynchronisé quelque part lui-même, puisque est-ce que c'est pas déjà peut-être un peu tard, évidemment, et du coup, est-ce que, comme on voit aux États-Unis, qu'on a sans doute déjà pour nous passé le pic d'inflation, où on est dans ce mouvement de désinflation qui est entamé avec comme on le disait, un vrai match. Alors c'est un peu comme le match de dimanche, hein. C'est un peu l'ascenseur émotionnel entre l'inflation qui descend, mais les chiffres d'activité qui restent relativement résilients, surtout dans la partie service. Et la désinflation, elle vient pour l'instant essentiellement aux États-Unis des biens.
de la partie biens et de la partie énergie, qui a été quasiment, la composante a été divisée quasiment par 3 depuis le mois de juin. La partie service, elle, en revanche, elle continue de monter. La composante service dans l'inflation et effectivement à la faveur d'indicateurs avancés qui sont toujours très haut perchés au-dessus de 50. Donc c'est à la fois rassurant parce que bien sûr ça permet de donner un peu de visibilité et là même la Réserve fédérale nous a même donné encore plus de visibilité sur son fameux taux terminal, c'est-à-dire le taux auquel elle arrêtera de monter les taux. Alors c'est entre mars, juin. Le marché n'a pas encore vraiment choisi, puisqu'on est autour de 4,80 maintenant sur les prévisions pour l'année prochaine. Le taux terminal de la Fed, lui, évoqué, il est plutôt à 5,125. Donc, on va se situer dans ces eaux-là. La bonne nouvelle, c'est que ça donne de la visibilité pour les entreprises, notamment pour les agents, pour qu'ils puissent effectivement relancer des programmes d'investissement. Parce que beaucoup de choses étaient un peu mises en sommeil à cause de ça. Mais en tout cas, si on regarde en termes d'anticipation, sur ce sujet de l'inflation, on a les anticipations d'inflation à 1 an aux États-Unis. Je ne sais pas si vous savez, elles sont revenues à 1,88. C'est-à-dire qu'on est en dessous du niveau que la Fed, son taux fixé à 2. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on descende de 7,1 à 2 d'ici un an, donc d'ici la fin de l'année prochaine. Ce qui paraît quand même assez... une marge gigantesque à descendre. Assez impressionnant. Ouais. Ça veut dire aussi que côté emploi, même si les chiffres sont extrêmement résistants, les salaires sont toujours en croissance de 5% par an, eh bien il faudrait qu'on détruise à peu près, on a fait un calcul, à peu près 2 millions d'emplois, ça fait 200 000 tous les mois, on en crée encore 200 000. Donc ça... Si on regarde la mécanique et le Lego, cette partie-là, en tout cas, paraît extrêmement résiliente sur le côté de l'activité. Quel est le schéma que vous avez en tête chez Edmond Rothschild Asset Management? Justement, ce match entre désinflation, résilience de l'activité, ou autrement dit, inflation persistante et peut-être récession plus profonde que ce qu'on imagine aujourd'hui. Où est-ce que vous placez le curseur quand vous réfléchissez au grand schéma macro de 2023, Olivier? Alors, effectivement, on voit les fameux indicateurs avancés de l'OCDE qui pointe vers les 98, donc en dessous de la barre des 100. Dans ces indicateurs, ça inclut à la fois des données marché, mais surtout les commandes à l'industrie, les mises en chantier, ça inclut la confiance des consommateurs. Donc là, on voit effectivement un ralentissement. Et si on se projette de façon, peut-être une vue un peu plus macro sur 2023, on a une année, nous, on est un petit peu en dessous des consensus, on serait à plus 0,1 sur l'année complète. En revanche, on passerait pour la croissance de l'économie américaine. En revanche, on passerait par 2 trimestres, les 2 premiers, en territoire négatif, mais pas non plus extraordinairement négatif. D'autant que le premier trimestre est souvent négatif, en plus aux États-Unis. Ils ont toujours un problème de mesure du PIB, d'activité sur le premier trimestre. Exactement. Alors ça serait tiré par évidemment une consommation qui est un peu en baisse. Là, l'inflation commence à se faire sentir clairement sur le pouvoir d'achat, mais surtout sur la partie investissement et la construction notamment, où là, on est maintenant sur les taux hypothécaires. Les prêts aux particuliers, les taux sont passés de 1 à 7. Donc même avec 5% de croissance, vous vous endettez à 7%. Donc ça va ralentir effectivement les mises en construction. Donc on s'attend, la composante investissement, à ce qu'elle effectivement contribue négativement pendant ces 2 premiers trimestres. Et puis le premier semestre, pendant qu'on va être dans cette phase de ralentissement, on va commencer à arriver vers ce fameux taux terminal de la Réserve fédérale, où on ne sera plus dans l'annonce on va plus monter de 0,75, 0,50, 0,25, mais cette fois-ci au moins du plateau. Enfin, en tout cas, c'est pour l'instant ce qu'on vise. Et donc, avec une perspective, normalement, on a une baisse de taux en 2023, vers la fin de l'année. C'est le plan de marche. Maintenant, on va voir s'il va être tenu. Est-ce que ce schéma est suffisant et peut être cohérent avec l'anticipation de marché à 1 an sur l'inflation, comme vous le rappeliez, qui est désormais sous les 2% quand on regarde la partie américaine, Olivier? Ce pricing de marché, il existe. Il y a des gens rationnels dans le marché qui estiment que oui, l'inflation américaine sera à moins de 2% dans les 12 prochains mois. Alors, ce n'est pas seulement le 1 an, c'est le 2 ans. Enfin, il y a beaucoup de points d'anticipation qui sont revenus quasiment au niveau de fin 2020. Donc, pas tout à fait pré-Covid, mais fin 2020. Et effectivement, d'un point de vue macro, en tout cas, nous, ce qu'on voit, on a plutôt une anticipation d'inflation autour de 4,5 fin 2023, qui redescend en 2024 à 2,40. Et une croissance, elle, qui repasse de 0,1, qui plutôt revient vers un potentiel autour de 2,40. Donc, si on regarde un peu plus avant, on essaye un peu de se rassurer sur 2023, qui est encore certes une année de transition,
qui va secouer avec beaucoup de volatilité parce qu'on a encore des sujets de révision de prévision de bénéfices des sociétés, même si ça a déjà commencé, ce sont les marges maintenant qui vont être attaquées, puisque ça, on a l'effet retard de la Fed, c'est 12-18 mois, donc on va rentrer dans le dur. Donc inévitablement, on aura des bonnes nouvelles, des nouvelles un petit peu plus compliquées. Et malgré tout, même avec les niveaux de valorisation qu'on a pu toucher, on aura beaucoup de volatilité. Et ça veut dire, vous commenciez à filer la métaphore footballistique, et c'est vrai que le parallèle est intéressant. Non, mais est-ce que le sentiment sur les marchés, c'est aussi quelque chose d'important, hein. C'est un driver et c'est une composante importante de la dynamique qu'on peut observer sur les marchés financiers. Oui, le sentiment va être très ambigu, très volatile. On passera par des phases de confiance, je sais pas, sur la décélération de l'inflation, des phases de doute, des phases de confiance sur la résilience économique, des phases de doute sur la croissance. Ça, c'est encore des schémas qu'on va avoir tout au long de l'année 2023, Olivier. Oui, les banques centrales ne se gêneront pas pour nous rappeler à l'ordre à chaque fois qu'on l'a vu à Jackson Hole, on l'a vu la semaine dernière avec Madame Lagarde ou Madame Lagarde, puisqu'elle nous donne les choses. Elle regarde des chiffres un petit peu retardés et on a l'impression qu'il y a un petit peu de retard à l'allumage. Lagarde, les retardataires, hein, voilà. C'est ça en anglais. Pardon pour le trait. L'idée, c'est que le sentiment sera d'autant plus important pour répondre à votre question, c'est que pour l'instant, on est un peu soumis à des éléments purement techniques. Depuis fin juin, le rebond qu'on a eu en juillet, le rebond qu'on a connu en novembre avec le chiffre d'inflation mi-novembre qui était bon, est uniquement tiré pour l'instant par des effets techniques de repositionnement de fonds systématiques, de hedge funds. La partie, ce qu'on appelle long only, c'est-à-dire les gérants classiques pour l'instant, sont tous peu ou prou dans des grilles, on va dire, neutres ou légèrement négatives et attendent effectivement des vues macro peut-être un peu plus positives ou des vues de banque centrale qui seront vraiment où on aura un peu plus de visibilité. Ouais. Donc à chaque fois qu'on a une bonne nouvelle, effectivement, on a ce qu'on appelle des rachats de short, hein, des rachats de positions vendeuses. C'est pour ça qu'on a des variations d'indices qui peuvent être extrêmement violentes. La plupart du temps, c'est sur les grands indices, hein, tout ce qu'on appelle la fast money, donc on regarde les ETF, bougent beaucoup et sur les grands indices essentiellement, alors que les positionnements des long only sont au niveau de mars 2020. C'est-à-dire qu'il n'y a encore eu quasiment, sur les données CFTC, il n'y a quasiment pas eu de retour en grâce donc sur la partie long only. C'est ça qui stabilisera le marché. Donc pour l'instant, le sentiment, effectivement, c'est prédominant. Eh oui. Parce qu'on est livré aussi à ces éléments purement techniques de sous-positionnement généralisé. Et qu'est-ce qu'on peut dire de la hot money, donc l'argent qui va vite dans les marchés, et du positionnement de ces acteurs, CTF, fonds systématiques, etc. En cette fin d'année, là, ils sont positionnés comment aujourd'hui, Olivier ? Ils sont revenus, donc le marché était remonté d'octobre le marché américain était remonté d'octobre à il y a 15 jours. Et en réalité, on a retracé quasiment la moitié de ce mouvement-là, et le positionnement est redevenu extrêmement couvert. Hein. En clair, on est à nouveau sur des positionnements très prudents et effectivement qui peuvent se lever du jour au lendemain. Donc sur une bonne nouvelle, à nouveau beaucoup de volatilité et des marchés qui peuvent réagir extrêmement violemment à la hausse. À nouveau plutôt sur les indices, évidemment, et les grandes valeurs. Et d'un seul coup, ce qu'on attend, nous, derrière, c'est qu'une fois que tout cet environnement sera stabilisé, qu'on commencera à regarder peut-être un peu plus loin, qu'on y verra plus clair sur les marges des entreprises, sans doute qu'on commencera à voir les flux, je dirais, classiques de gérants long only revenir, et qui stabiliseront inévitablement les choses. Pour vous, qu'est-ce que ça implique là, dans la stratégie d'intervention sur les marchés globaux pour 2023 ? Est-ce qu'on trouve déjà quand même des points d'ancrage sur la partie obligataire, crédit, avant de réfléchir peut-être plus structurellement aux actions qui sont un actif risqué plus important que les autres ? Alors c'est un mouvement qu'on a initié. Il y a déjà quelques temps, mais en tout cas la vue est très constructive sur ce qu'on appelle tous les actifs de portage. Donc effectivement, les valeurs déjà côté actions qui vont continuer à donner des dividendes, même si aux États-Unis c'est le dividende moyen, il est à 1,7, il n'est pas non plus extraordinaire. Mais on peut, en faisant le tri, aller chercher des valeurs qui continueront à donner des dividendes, et les politiques de dividendes des entreprises, ça va continuer à perdurer. C'est-à-dire que c'est pas là-dessus qu'on est en risque. Okay. Et ces valeurs-là sont d'ailleurs à des niveaux de valorisation la plupart du temps qui sont relativement modestes. Et quand on parle de portage, sur la partie obligataire, c'est presque là que, en termes de risque relatif, on a commencé à remettre de l'argent à travailler, comme on dit, parce qu'on a un rendement
retenez sur les États-Unis, on est quasiment à 7% de rendement sur des obligations bien notées, on va quasiment à 9 sur du high yield. Donc ça veut dire qu'on a un vrai actif de concurrence par rapport aux actions. Modulo le fait qu'il faut y aller en ce que j'appelle en gestion active et non pas passive, parce qu'on a des taux de défaut qui vont commencer à monter, ça sera inévitable, et il vaut mieux, je dirais, déléguer à des gérants obligataires crédit qui vont justement séparer le bon grain de livret pour aller chercher des dossiers qui donnent du rendement, mais en évitant évidemment les taux de défaut. Il y a une bonne référence de marché, je trouve, là, pour mesurer un petit peu ce qu'on peut obtenir en termes de rendement pour un risque très modéré. C'est le UST Bills 1 an, novembre 2023, là, donc le monétaire américain, échéance novembre 2023, le rendement est à 4,65%. Voilà. Alors ça, c'est pour un investisseur américain. En dollars, bien sûr. Pour un Européen, il faut couvrir. Je trouve que ça donne une bonne référence quand même, oui, sans prendre de risque de ce qu'on peut attendre comme type de rendement au terme de l'année 2020. Et ça se voit sur les primes de risque, puisque la prime de risque tient compte effectivement du facteur rendement. Et aujourd'hui, on est passé sous la médiane à 10 ans aux États-Unis, alors qu'on est encore perché à 4. En clair, 4, c'est un niveau sur lequel on est plutôt favorable aux actions. Le zéro, et là, aux États-Unis, on vient de passer en dessous de 0. Donc on a un vrai effet d'éviction de toute cette partie très courte de la courbe des taux, donc sans volatilité quasiment. Vous avez le jour, mais même si vous allez chercher du 2 ans ou du 3 ans, vous êtes à plus de 4% aux États-Unis. Donc vous êtes quasiment payé pour attendre, comme on dit. Donc il y a un vrai effet d'éviction, et c'est ça aussi qui freine le retour sur les marchés d'actions. Bien sûr. Bon, on suivra ça évidemment. L'année 2023 s'annonce très excitante, bien sûr, après une année 2022 historique. Olivier Quintier était avec nous en plateau, responsable des gestions pilotées chez Edmond Rothschild Asset Management. Venons-en au vu de la maison Bordier avec le directeur de la gestion de Bordier et compagnie à Paris, Patrick Guérin, je le rappelle, qui est à nos côtés en plateau. Rebonjour Patrick. Bon, un peu les mêmes questions qu'avec Olivier, mais ce match marché-banque centrale, avec des investisseurs qui sont toujours dans l'anticipation, on pensait qu'on allait le laisser un peu derrière nous en 2022. Et c'est vrai que depuis la semaine dernière, entre la BCE et un signal politique très dur envoyé par Christine Lagarde, plus depuis 48 heures, la Banque du Japon qui surprend également les investisseurs, on se dit que ce match il va peut-être se prolonger. Je file là aussi la métaphore. Le tie-break est encore devant nous peut-être. Oui, ça c'est quelque chose qui paraît malheureusement incontestable. C'est-à-dire qu'on a bien vu que les marchés d'actions ont été extrêmement déçus par la réaction des banques centrales, et ça n'a été absolument pas du tout à des niveaux de discours comme ceux qu'on a connus de la part de la Fed et de la BCE. Il y a vraiment un décalage extrêmement fort, et au moment où on parle, on ne sait pas qui va gagner le match, mais il va durer, sans aucun doute. Oui. Et les investisseurs l'ont montré en prenant manifestement des profits très importants, puisqu'il y a pas de visibilité encore sur ce que va être, comme le disait tout à l'heure très bien Olivier, le taux terminal de la Fed, parce qu'en fait on hésite, 4,80 d'un côté, peut-être ça sera 5,20, il y a débat, c'est quand même beaucoup, il y a un grand écart, et rien n'indique que la Fed ne va pas en cours de route, encore une fois, réviser à la hausse son taux terminal, ce qui forcément ajoute à la volatilité ambiante. Il faut avoir en tête, c'est peut-être un scénario de risque, c'est peut-être pas le scénario central, mais que le pic hawkishness, comme on l'a appelé, le pic de la dureté monétaire, de la restriction monétaire au global, est peut-être encore devant nous. Oui, le problème, c'est que on a un discours qui est un peu ambivalent, c'est-à-dire qu'à la fois un discours très dur de la part de la Fed, et en même temps des annonces qui vont dans le sens d'une réduction finalement de la stratégie de resserrement. Donc c'est pas forcément facile à lire pour les investisseurs, et ça génère encore une fois beaucoup d'incertitudes sur la trajectoire finale, et surtout sur le moment où il sera bienvenu de se repositionner sur des marchés en prenant un peu plus de risques. Aujourd'hui, c'est clairement pas encore le moment. Bon, l'année 2022, encore une fois, je le dis, a été historique à de nombreux égards. On a vu des baisses de 15% à la fois sur l'obligataire et les marchés actions, ce qui est inédit dans l'histoire des marchés depuis contemporaine, plusieurs générations, depuis quelques générations, voilà, dans l'histoire moderne des marchés. Comment on termine cette année, Patrick, et comment on se projette pour 2023 et au-delà, bien sûr.
le choc qu'on a connu en 2022, même si 2023 a encore beaucoup d'incertitudes, on n'imagine pas que ce choc-là, on va le revivre en 2023. Je serai un peu plus prudent. Je ne sais pas. Enfin, C'est pas catégorique. C'est pas catégorique. Non, en effet, on a tous en tête les statistiques qui nous disent que lorsqu'on a une grosse baisse une année, l'année suivante, à peu près 3 fois sur 4, ça se termine mieux. Le film est plus agréable, mais c'est pas acquis. On a encore quand même énormément de zones d'incertitude devant nous. La première d'entre elles étant, comme on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, la politique monétaire de la Fed. Je ne peux pas dire au moment où on se parle si on va terminer 2023 avec une petite baisse, un plateau, une hausse, encore, j'en sais rien. Tous les scénarios sont sur la table. Moi, j'achète la perspective d'une désinflation en 2023. On peut penser ça sera vraiment, probablement le cas aux États-Unis, mais quel va être le rythme? C'est toute la question. Si elle est très, 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 très progressive, cette désinflation, on peut imaginer que la Fed continuera à observer et à tenir un discours qui sera dur et par conséquent que les marchés ne vont pas forcément apprécier. Donc je me garderai bien vraiment aujourd'hui, peut-être au risque de passer pour un affreux conservateur, de tenir un discours trop optimiste pour l'année qui vient. Ouais. En tout cas, chez Bordier, c'est notre position. Ouais, j'entends bien. Ouais. Justement, avec toute cette prudence, Patrick, quel type de positionnement, de stratégie on a envie de mettre en place pour des clients privés, justement, au démarrage d'une année 2023 encore très incertaine? Parce que, bon, il y a de l'argent, il faut quand même le placer quelque part. Alors, il y a de l'argent, il faut le placer, mais il faut aussi tenir compte de la psychologie des investisseurs qui ont été éprouvés l'an passé. C'est une litote. Donc, on n'a évidemment pas envie de reprendre du risque trop rapidement. Il faut attendre d'avoir des points d'entrée qui permettent de le faire. Chez Bordier, traditionnellement, on favorise les valeurs de qualité, croissance, mais le faire tant que la Fed n'a pas modifié ou altéré, à la marge en tout cas, son discours, c'est absolument inenvisageable. En revanche, il faudra le faire. Il faudra savoir le faire à un moment, parce que ça va devenir indispensable de le faire. Mais le market timing, on ne le maîtrise pas encore au moment où je vous parle, Grégoire. C'est trop difficile. Donc, sans développer à nouveau ce que Olivier a très bien expliqué sur l'activité de crédit et l'intérêt de faire du portage, effectivement, c'est vers ce type d'allocation que nous allons, dans un premier temps, aller pour revenir sur un ratio couple-rendement qui nous paraît le plus adapté. Mais il faudra savoir revenir sur les actions aussi à un moment. Ouais. Probablement, à l'issue du premier semestre 2023, on y verra un peu plus clair. Et en attendant, on pourra commencer par petites touches à accumuler un peu de risque action à nouveau dans les portefeuilles. On n'a pas envie, quand on est investisseur long only, de s'engouffrer trop vite dans des marchés actions, aussi déprimés, aussi décotés soient-ils, avant un épisode récessif. Il y a quelque chose d'un peu... C'est un peu contre-intuitif. Bah oui, c'est ça. Dans le playbook historique, c'est... Mais on a vu aussi, on a payé pour voir, si j'ose dire, qu'en 2022, on a eu 3 hausses successives qui ont mal terminé, mais qui... Ça ne veut pas dire qu'en 2023... Oui, 3 rallyes, vous voulez dire. Oui, bien sûr. Oui. Et donc, il ne faut pas non plus être complètement à côté du marché. Parce que si le contexte macroéconomique devient un peu plus lisible, il ne faut pas attendre au dernier moment pour mettre le pied dans le bateau. J'entends bien. Les entreprises de qualité que vous aimez traditionnellement chez Bordier, elles ont démontré leur qualité à travers les épisodes qu'on a vécus, et je parle vraiment de l'activité économique, depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, la séquence 2020 jusqu'à fin 2022. Cette qualité, elle est éprouvée, ou est-ce que c'était aussi l'occasion de faire un peu le tri, peut-être, entre des valeurs qui étaient des valeurs de qualité dans le monde d'avant, qui seront peut-être moins dans le monde d'avant? Globalement, je dirais qu'elles ont quand même démontré que c'était pas complètement trompées. Ouais. Elles ont été résilientes, mais elles n'ont pas été en mesure de résister, en revanche, à la hausse des taux. Elles ont été effectivement affectées, les multiples ont été écrasés, et donc, en termes de performance, même si les résultats et les chiffres d'affaires étaient là, en termes de performance boursière,
on a souffert. Oui, bien sûr. Mais vous validez au moins que les fondamentaux de ces entreprises Oui. restent des fondamentaux de qualité. Oui, je trouve que ces périodes-là de tests un peu majeurs C'est sont très enrichissants pour la suite. Bien sûr, oui. Tout à fait, ce qui fait qu'on n'a pas envie de modifier cette stratégie, cette approche dont je vous parlais tout à l'heure, de rester dans cette logique-là, mais en ayant en tête un schéma de montée progressive en charge en fonction de l'évolution de la macro telle qu'elle se présentera à ce moment-là. Quand on cherche des actifs qui peuvent décorréler, protéger, l'or est souvent un actif qui revient sur la table. Ça n'a pas été une très bonne année pour l'or sur le plan de la performance des marchés. La force du dollar a été sans doute un vent contraire important. Est-ce que 2023 peut offrir des perspectives différentes, par exemple, pour l'or dans un portefeuille global? C'est assez difficile de répondre à cette question, en fait, de manière tranché, en effet, parce que 2021 était une année à peu près correcte pour l'or. 2022, vous l'avez évoqué à juste titre, a été une année beaucoup moins bonne parce que le cours de l'or a évolué en sens inverse du dollar. Et on a vu d'ailleurs que ces dernières semaines, c'est exactement le contraire qui se passe, puisque à la faveur de la faiblesse du dollar, l'or retrouve quelque intérêt. Après, on sait aussi que le marché de l'or physique, il est très déterminé par l'activité des banques centrales. Les banques centrales qui sont très actives, qui étaient très actives au dernier trimestre sur l'or. Est-ce que ça va continuer? Je n'en sais rien. On dit souvent que l'or, c'est une manière de se protéger contre l'inflation. Bon, on a vu que ce n'était pas vrai. Bon, donc il faut arrêter avec ce genre de choses. Donc je pense que ce n'est pas forcément très opérant d'avoir en tout cas une exposition trop élevée. Alors, en détenir un peu n'importe quoi, pourquoi pas, mais marginalement. Pas davantage dans l'allocation globale. De surpondérer son allocation en or par rapport à l'allocation qu'on peut avoir habituellement sur cet actif. Oui, exactement. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Patrick, d'avoir été avec nous également en plateau pour évoquer ces enseignements de l'année 2022, très riches en matière d'enseignement, sans doute pour les investisseurs, et évoquer les perspectives d'investissement pour 2023. Patrick Guérin, qui est avec nous, je le rappelle, directeur de la gestion de Bordier et compagnie à Paris. Identifiez, analysez, planifiez, tradez. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24.